Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous reviendrons ensemble sur les grandes actualités qui touchent le monde des crypto-monnaies en ce moment, notamment le durcissement de l'enregistrement PSAN décidé en France début février, mais aussi des actualités plus internationales qui concernent notamment des acteurs comme Paxos ou Silvergate, la banque des émetteurs crypto, ou en tout cas des acteurs crypto. Nous verrons ça dans un instant avec Grégoire Ray, superviseur blockchain et cryptoactifs chez KPMG. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'EuroPP qui fête ses 10 ans, qui fêtait ses 10 ans en fin d'année 2022. Ce sera l'occasion pour notre émission de dresser un premier bilan de ce mécanisme de financement alternatif pour les ETI avec deux experts pour le sujet. Édouard Narbou, CEO de AETRFS, mais aussi Marc-Étienne Sébir, avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre quels sont les grands enjeux en matière de crypto actuellement et peut-être aussi de faire un bilan ou en tout cas prendre un petit peu de recul sur les actualités qui touchent le monde des crypto-monnaies en ce moment. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Grégoire Ray, superviseur blockchain et crypto-actifs chez KPMG. Bonjour Grégoire Ray. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer par un sujet franco-français. Alors, on se souvient de la volonté de passer directement à l'agrément PSAN en oubliant l'enregistrement PSAN, qui avait été porté par plusieurs députés, notamment un député en fin d'année dernière et en début de cette année. Finalement, le 10 février dernier, il a été décidé en commission mixte paritaire qu'à partir du 1er juillet 2023, les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire les nouveaux acteurs crypto en France, feront l'objet de conditions durcies pour obtenir un enregistrement PSAN. Quel impact cela peut-il avoir sur le secteur français selon vous ? Alors exactement, alors c'est important de le rappeler, le 24 janvier dernier, Hervé Morey, qui est un député, avait déposé un amendement qui a été voté contre pour imposer un régime PSAN renforcé. Pour imposer l'agrément PSAN à partir du 1er octobre 2023. Ça, on rappelle, il y avait enregistrement et agrément. Oui. Il proposait de passer directement à l'agrément, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des PSAN sont enregistrés. Il n'y a pas encore d'agrément délivré aujourd'hui. C'est ça, il y a 60 acteurs PSAN aujourd'hui qui sont enregistrés, mais il n'y a aucun agrément, pour la simple et bonne raison que pour obtenir un agrément PSAN aujourd'hui, c'est très compliqué, notamment parce qu'il est nécessaire d'obtenir une responsabilité civile professionnelle, et c'est un produit qui est très très peu proposé aux acteurs crypto actuellement. Donc c'est une bonne chose que cet amendement-là n'ait pas été passé. Ça, c'est une bonne chose pour le secteur crypto et notamment l'innovation, parce que ça aurait pu être une bombe pour le secteur crypto d'imposer cet agrément-là. Et du coup, c'est un renforcement du PSAN qui a été décidé et qui rentrera en compte en fin d'année, donc à partir du 1er octobre 2023. Et ça, les conditions qui vont être mises en application, ce sont des exigences renforcées en termes de cybersécurité et la ségrégation des comptes, notamment entre les fonds de plateforme de crypto et les fonds des clients, ce qui est quand même une bonne chose pour la protection des consommateurs. Alors, il y a deux manières d'aborder effectivement le sujet. Il y a le sujet développement de l'écosystème et le sujet protection des consommateurs. Donc, si on se place du point de vue du consommateur, ou en tout cas de l'épargnant ou de l'investisseur crypto, là, pour le coup, ça va plutôt dans le bon sens. Ça protège encore un petit peu plus les avoirs crypto des épargnants français ? C'est exactement le but. C'est le but. On l'a vu suite au déboire de FTX. Alors, je le rappelle, qui était aux Bahamas, donc quand même une législation où il y a très très peu de réglementation, où il n'y a pas du tout de réglementation pour le secteur crypto. En France et à l'échelle de l'Union européenne, les régulateurs ont mis en place un cadre, notamment avec MiCA qui entrera en vigueur en 2024. Et ce cadre permet notamment aux acteurs au moins de savoir dans quelles conditions ils peuvent exercer leur activité. D'accord. Ce n'est pas le cas dans d'autres législations, notamment aux États-Unis, où il n'y a pas vraiment de cadre, disons.
Et donc là, par contre, côté écosystème, finalement, ça durcit les conditions, mais j'ai envie de dire c'est un moindre mal par rapport au fait de devoir avoir un agrément qui reste très compliqué à obtenir aujourd'hui. Donc ça permet de continuer quand même à avoir de nouveaux acteurs qui se développent. Totalement. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les 62, je crois, acteurs qui sont enregistrés PSAN aujourd'hui n'auront pas besoin de passer par la case PSAN renforcée. C'est uniquement pour les nouveaux acteurs. D'accord. Et donc, ces nouveaux acteurs-là devront avoir ce statut PSAN renforcé afin de pouvoir exercer, du coup, à partir du 1er octobre 2023. Et donc, justement, un petit point date, vous dites que c'est le 1er octobre 2023. Moi, j'ai annoncé le 1er juillet, ça a peut-être été décalé depuis. Je crois que c'est le 1er octobre. Bon. À vérifier. Ouais. À vérifier. Merci beaucoup, Grégoire Ray. Ça, c'est pour la partie France. Il y a également d'autres sujets qui animent l'écosystème crypto en ce moment, notamment dans le sillage un petit peu de FTX. On voit qu'il y a un sujet sur le stablecoin Binance. Tout de suite, ça peut faire un petit peu peur quand on n'est pas au cœur de cet écosystème. Sauf que l'affaire est complètement différente. Pour le coup, le sujet est complètement différent. Vous allez la résumer mieux que moi, mais il existe un acteur qui s'appelle Paxos, qui émet finalement un stablecoin utilisé par la plateforme Binance, le stablecoin Binance, qui a été sommé d'arrêter d'émettre ce stablecoin par finalement le régulateur financier de l'État de New York. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ? Exactement. Donc en fait, Paxos, comme vous l'avez résumé, émet le stablecoin dollar BUSD pour le compte de Binance. Il faut savoir que Paxos a d'autres clients que Binance, donc n'est pas totalement dépendant de Binance. Et d'ailleurs, ils se sont voulus très rassurants sur cette affaire-là en disant que pour eux, ce n'était pas non plus un sujet énorme puisqu'ils avaient d'autres clients. Et ce qui s'est passé, c'est que le département des services financiers de l'État de New York a donc demandé à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Paxos, qui est une entreprise américaine régulée dans l'État de New York. Et la conséquence principale de ça, c'est que le stablecoin de BUSD va s'éteindre progressivement. On le voit déjà, il y avait à peu près 16 milliards de capitalisation de marché de dollars pour le stablecoin Binance, BUSD. Et là, actuellement, il n'en reste plus que 8 milliards. Donc, les utilisateurs commencent à échanger finalement leur BUSD contre d'autres actifs, sachant qu'il n'aura plus d'utilité. Pourquoi le régulateur de l'État de New York demande à Paxos d'arrêter d'émettre ce stablecoin ? Alors, il leur a demandé pour la simple et bonne raison qu'il considère que en fait, le BUSD, et à raison, a été émis sur d'autres blockchains que Ethereum. D'accord. Ethereum, c'est le seul réseau, la seule infrastructure aujourd'hui qui est régulée, enfin qui est autorisée en tout cas par le régulateur. D'accord. Et sur ces autres blockchains, la masse monétaire qui circule ne serait pas collatéralisée à 100%. D'accord. Et du coup, il y avait des doutes sur ce niveau de réserve. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y aurait peut-être pas suffisamment de réserve pour maintenir le niveau du stablecoin. Exactement, le niveau de parité sur ces autres blockchains qui étaient... Quel impact ça peut avoir sur... Parce que là, effectivement, on a évoqué Paxos, donc vous avez dit que Paxos a d'autres clients, donc l'impact est limité, mais on parle quand même du stablecoin Binance. Quel impact ça peut avoir sur Binance, justement ? Alors, Binance, c'est vrai que le BUSD, c'est quand même un élément assez central de leur écosystème. Après, rien n'empêche Binance aujourd'hui d'aller chercher un autre émetteur de stablecoin, alors certainement pas aux États-Unis, visiblement, mais peut-être en Asie, peut-être en Europe, pour émettre un stablecoin, peut-être aussi dans une autre monnaie, pourquoi pas l'euro. On reste sur ce Binance USD. Donc il y a effectivement eu cette demande de l'État de New York ou du régulateur financier de l'État de New York d'arrêter d'émettre ce stablecoin. Il y a la SEC également qui a demandé à Paxos, enfin qui a reproché plus exactement à Paxos de ne pas avoir enregistré ce BUSD comme titre financier, parce qu'elle considère que l'émission de ce stablecoin s'apparente à l'émission d'un titre financier. Oui, exactement. En fait, il faut savoir que le stablecoin de Binance, mais c'est également le cas pour le stablecoin de Circle, l'USDC, il est backé par du cash, mais il est également backé par des instruments de trésorerie à court terme, de type bon du trésor américain, qui est un titre financier. Et donc on pourrait considérer à ce titre que c'est une valeur mobilière de placement. En tout cas, c'est comme ça que le voit le régulateur américain aujourd'hui. C'est évidemment pas comme ça que le voit Binance. D'accord. Donc il va falloir suivre ça de très près. Et Paxos, du coup, et Paxos le voit comment pour le coup ? Je pense que Paxos a voulu rester assez impartial là-dessus et n'a pas voulu prendre position exactement sur ce sujet-là. Mais il va falloir suivre ça de très près parce que Circle, par exemple, pourrait être embêté pour les mêmes raisons, même si, je le rappelle, la raison principale qu'a évoquée le régulateur américain,
c'est surtout le fait que les réserves ne soient pas collatéralisées à 100%, enfin ne seraient pas collatéralisées à 100% sur d'autres blockchains que la blockchain Ethereum. Mais donc ça pourrait créer un précédent, effectivement, si on venait à considérer que ce sont effectivement des titres financiers. C'est le risque, effectivement, c'est que ça crée un précédent pour les autres acteurs. J'ai mentionné Circle qui a l'émetteur du second plus gros stablecoin dollar du marché derrière Tether, effectivement. On continue avec l'actualité crypto. Alors, on n'a pas pour habitude dans cette émission de trouver des raisons immédiates à l'évolution d'un cours d'un actif et à une actualité, puisque ça peut avoir beaucoup d'autres explications. Pour autant, on a vu un recul du Bitcoin assez fort vendredi dernier et il a été attribué à une actualité qui est la difficulté de Silvergate, qu'on peut résumé comme étant une banque crypto, finalement, de difficulté de Silvergate à publier ses comptes et qui a demandé un délai supplémentaire. Et ça a un impact conséquent, ça pourrait avoir un impact conséquent sur l'écosystème crypto. Expliquez-nous. Alors, il y a eu un petit remous, effectivement. Mercredi soir, Silvergate a donc annoncé qu'elle ne publierait pas ses comptes en temps et en heure. Pour rappel, donc Silvergate, à la base, c'était une banque traditionnelle américaine qui, à partir de 2013, s'est spécialisée dans les services auprès des acteurs du secteur crypto. C'était très compliqué à l'époque pour les acteurs crypto de trouver des banques et Silvergate a été une des premières banques à proposer ces services-là. Alors aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé, Silvergate est une victime collatérale, une énième victime de la faillite de FTX. Bien sûr. Puisqu'au moment de la chute d'FTX, Silvergate a enregistré une perte d'$1 milliard liée à la chute de la plateforme. FTX étant cliente de Silvergate. Et ça a créé un petit bank run, ce qui fait qu'à fin septembre 2022, les réserves, donc les dépôts de Silvergate étaient de $14 milliards et qu'ils ne sont au 31 décembre 2022, ils n'étaient plus que de $6 milliards. Donc ils ont été divisés par plus de 2 suite à la perte de confiance dans cet acteur finalement. Et la liquidité pour les banques, c'est quand même quelque chose de crucial. Du coup, les craintes peuvent-elles être justifiées? Quel est l'impact potentiel, le risque pour l'écosystème de voir Silvergate publier un résultat net avec une perte aussi importante? Alors, les acteurs, les clients en tout cas de la banque Silvergate se sont montrés très rassurants et avaient déjà commencé à diversifier leurs réserves à travers plusieurs banques, notamment le cas de Circle, on y revient. Circle qui a d'ailleurs annoncé ce week-end avoir bougé complètement leur reliquat de réserve vers d'autres partenaires bancaires. Ils avaient déjà établi un réseau de partenaires prêts à accepter leurs réserves. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de grands acteurs crypto qui sont clients de Silvergate. Vous avez mentionné Circle, il y a eu FTX, il y a eu Coinbase, qui à un moment était également, qui n'est plus client aujourd'hui, mais qui l'a été. Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup d'acteurs américains puisque c'est très compliqué et on le voit en Europe également. Les acteurs crypto ont vraiment du mal à trouver des partenaires bancaires de confiance qui acceptent rien que d'ouvrir des comptes en fait dans leur banque. Mais c'est le risque d'une banque qui a voulu se spécialiser, se sectoriser sur le secteur des cryptos. 90% des dépôts avant FTX provenaient d'acteurs crypto. Donc à suivre également, j'imagine, dans les prochaines semaines, c'est quoi le risque? Un bank run total et la faillite de Silvergate. Mais encore une fois, les principaux acteurs ont déjà retiré leurs avoirs de cette banque-là. Donc normalement, l'impact devrait être assez limité. Et on l'a vu sur le cours du Bitcoin, effectivement, qui a chuté de 5% entre mercredi et vendredi suite à cette annonce-là. Mais on n'a pas pris à moins 15 ou à moins 20% comme on avait pu l'avoir auparavant pour des news un peu plus qui avaient des impacts un peu plus conséquents, disons. Merci beaucoup Grégoire Ray d'être venu commenter l'actualité crypto avec nous dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes superviseur blockchain et cryptoactif chez KPMG. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui sera consacré à l'EuroPP, puisque l'EuroPP fête, ou plutôt fêtait en fin d'année 2022 ses 10 ans. L'occasion donc pour Smart Patrimoine de dresser un premier bilan de ce mécanisme de financement alternatif pour les ETI avec 2 experts du sujet en plateau. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Édouard Narbou. Bonjour Édouard Narbou. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le CEO de Aether Financial Services. Vous allez nous expliquer comment vous accompagnez les entreprises dans
dans l'exécution de l'EuroPP, j'allais dire dans la mise en place, mais non, ça c'est peut-être plus le rôle de Marc-Étienne Sébir. Bonjour Marc-Étienne Sébir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Vous accompagnez les entreprises dans la mise en place de l'EuroPP, mais vous êtes également intervenu dans la rédaction de la charte EuroPP. On en parlera dans un instant. On va commencer avec vous, Édouard Narbou. L'EuroPP est sûrement très connu d'un certain nombre d'acteurs financiers. Pour autant, est-ce que toutes les entreprises, tous les ETI le connaissent? Vous allez nous le dire. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de financement EuroPP? Alors l'EuroPP est une modalité de financement, principalement obligataire, qui fait partie de cette mouvance qui existe depuis une dizaine d'années de financement désintermédié. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des banques pour aller lever de l'argent, trouver de l'argent emprunté, eh bien on utilise des financements alternatifs et l'EuroPP en fait partie. Et l'EuroPP, c'est le financement désintermédié alternatif français qui a fait l'objet d'une charte dans les années 2010-2012. Et qui s'est donc développé depuis une dizaine d'années. Contrairement aux banques qui prêtent de l'argent aux entreprises, dans un EuroPP, eh bien, ce sont des investisseurs institutionnels, des assureurs qui prêtent à des entreprises. Via un mécanisme d'EuroPP finalement qui permet quoi? Qui permet d'encadrer la façon dont un investisseur institutionnel va prêter à une entreprise. Il ne pouvait pas le faire avant? Alors, bien entendu qu'il pouvait le faire avant. L'EuroPP, pour le dire de manière différente, c'est un investissement, ou en tout cas c'est une structure de financement qui s'adresse principalement aux ETI. D'accord. Sur des tailles, en tout cas de financement comprises entre 10 millions pour les plus petits jusqu'à quelques centaines de millions d'euros pour les plus gros, mais entre 50 et 100 millions d'euros pour le cœur de marché. Généralement, ces ETI qui empruntaient ces montants-là allaient auprès des banques. D'accord. Et suite à la crise financière de 2008-2009, eh bien les banques ont commencé à réduire un petit peu ou à fermer les tuyaux. Et donc la nature ayant horreur du vide, les ETI ont dû se retourner vers des nouveaux investisseurs ou des nouvelles sources de financement. Et c'est comme ça que l'EuroPP est né donc au début des années 2010. Marc-Étienne Sébir, vous étiez présent à la naissance de l'EuroPP, si on peut le dire ainsi, puisque Édouard Narbou nous disait que vous faisiez même partie des pères fondateurs de l'EuroPP. Quel manque venait-il combler au moment de sa création? En fait, les plus grosses entreprises, celles qui sont dans le CAC 40, pouvaient accéder au marché obligataire pour se financer. Pour les entreprises de taille plus petite, il y avait uniquement en France le marché bancaire. Il y avait un marché de l'USPP aux États-Unis, il y avait un marché du Schuldschein en Allemagne, mais en France, il n'y avait pas ce marché pour se financer auprès d'investisseurs institutionnels. Donc on pouvait emprunter et c'est tout? On pouvait emprunter auprès de banques. Voilà. Et c'est ce manque qui est venu compléter le marché de l'EuroPP en permettant à des entreprises de lever un financement directement auprès d'investisseurs à moyen ou long terme. On est généralement sur des emprunts qui sont remboursables in fine. Donc c'est un excellent instrument en complément des financements bancaires. La plupart des investisseurs sont ce qu'on appelle des investisseurs buy and hold, c'est-à-dire que l'investisseur qui souscrit à l'instrument lors de sa mise en place va le garder jusqu'à maturité. Il y a assez peu de liquidités sur le marché secondaire. D'accord. Et donc on ne revend pas les obligations liées à ce Il y a un tout petit peu de transactions sur le marché secondaire, mais la plupart des investisseurs veulent le garder jusqu'à maturité, jusqu'au remboursement. Et donc ça entraîne des conséquences dans la structuration de l'opération. L'investisseur va devoir faire une analyse, bien évidemment, du risque de crédit, mais aussi de la structuration juridique de l'instrument pour s'assurer qu'à tout moment, le gros leitmotiv des investisseurs, c'est d'être pari passu avec les banques, c'est-à-dire avoir les mêmes protections et être au même niveau que les banques, que ce soit dans l'octroi de sûreté, dans la possibilité d'avoir certains engagements, dans l'obligation de respecter certains ratios financiers. Donc il y a tout ce travail de confirmer et de conforter les investisseurs sur le fait qu'ils ont les mêmes protections que les banques, qui ne sont pas privilégiées, mais pas non plus subordonnées. Vous nous avez dit que c'était un bon mécanisme en complément d'un prêt bancaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à un EuroPP quand on ne peut pas obtenir un prêt bancaire, si je caricature? Non, on est quand même sur des entreprises qui ont une qualité de crédit suffisante pour aller voir des investisseurs institutionnels. D'accord. Donc si vous n'arrivez pas à trouver un financement auprès de banques, vous ne le trouverez pas non plus sur l'EuroPP. En revanche, si vos banques actuelles vous ont déjà donné le maximum de ce qu'elles pouvaient vous donner, ou si vous avez des emprunts qui sont amortissables et que vous voulez ajouter une tranche in fine
en plus de vos emprunts amortissables ou avec des maturités plus longues, l'EuroPP est un excellent instrument complémentaire. Donc d'ailleurs aussi bien accueilli par les banques. Donc on peut en fait effectivement emprunter, ou en tout cas mettre en place une structure de financement avec de l'emprunt bancaire et ensuite des émissions d'obligations vis-à-vis d'investisseurs institutionnels. On peut avoir plusieurs investisseurs institutionnels. Tout à fait, ça se fait très souvent. Et on a même des schémas où on a des sûretés, où on a un emprunteur qui a un crédit syndiqué auprès de banques avec des sûretés et qui va mettre en place un EuroPP. Et les sûretés vont être partagées entre les banques du crédit syndiqué et les investisseurs EuroPP. On va revenir sur la charte EuroPP dans un instant pour comprendre un petit peu comment ce mécanisme se structure. Juste avant, Édouard Narbaud, si on regarde le point de vue des entreprises, quel est l'intérêt pour une entreprise de passer par un financement EuroPP et sont-elles conscientes aujourd'hui de l'existence de ce mécanisme de financement alternatif ? Alors, l'intérêt pour les entreprises d'aller chercher un EuroPP, c'est évidemment de pouvoir sortir. Alors, sortir est peut-être un grand mot, mais en tout cas... Faire un pas de côté. Faire un pas de côté, exactement, ou diminuer l'emprise que les banques pourraient avoir auprès d'elles. Donc, comme on l'indiquait au début, c'est un financement alternatif, c'est pas un financement qui est en compétition, c'est un financement qui complète, ce qui est deux choses totalement différentes. Surtout que les banques interviennent toujours sur la mise en place de ce dispositif. Elles ne prêtent pas directement, mais très souvent... Elles sont arrangeuses. Voilà, c'est ça, elles jouent le rôle d'intermédiaire. Tout à fait, elles peuvent être arrangeuses de ce type de financement, voire même de temps en temps, elles peuvent investir à travers un véhicule, une société de gestion, un de leurs bras armés d'investissement qu'elles peuvent avoir. Et certaines banques, généralement les petites banques, investissent même directement via leur bilan sur ce type de format. Donc, l'intérêt pour les entreprises, c'est effectivement de pouvoir faire jouer un petit peu la concurrence, pouvoir compléter ses modalités de financement, pouvoir ajuster son échéancier de remboursement et éviter d'avoir potentiellement un mur de la dette. D'accord. Donc ça, c'est, je dirais, dans l'intérêt. Ensuite, les entreprises sont de plus en plus éduquées, évidemment, sur ce type de financement, de schéma, qui reste néanmoins très récent, puisque, comme on le disait, ça n'a qu'une fait 10 ans. Voilà, ça n'a qu'une dizaine d'années. Donc, les entreprises, à travers leurs trésoriers, à travers leurs directeurs financiers, sont de plus en plus au courant. L'environnement et l'écosystème, c'est également structuré, puisque au début des premiers EuroPP, il y avait finalement assez peu de conseils, que ce soit des conseils juridiques, des conseils financiers, pour accompagner les sociétés dans la structuration des opérations. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'investisseurs qu'il n'y en avait avant, beaucoup plus de conseils. Et même les structurations ont évolué, puisque assez light en termes de covenant et sûreté au début, elles se sont largement structurées pour répondre aux exigences qu'évoquait Marc-Étienne entre les besoins de sûreté des crédits bancaires et les besoins de sûreté des investisseurs de telle sorte à ce que l'un et l'autre soient pari passu. Le premier interlocuteur pour une entreprise qui veut mettre en place un EuroPP, c'est qui ? Ça reste la banque aujourd'hui ? Alors, le premier interlocuteur, ça sera difficilement la banque prêteuse, puisque la banque prêteuse aura plutôt tendance à vouloir conserver son client et dire non, je vais d'abord te prêter, et puis on réfléchira à un EuroPP plus tard. Ouais. Donc voilà, elle aura plutôt tendance à le mettre de côté. Non, le premier interlocuteur, ce sera le banquier conseil dans le sens conseil financier, celui qui va réfléchir avec la société d'un point de vue stratégique sur sa structure de financement. Et ensuite, très souvent, les conseils juridiques qui accompagnent de manière régulière les sociétés sur la structuration d'un crédit syndiqué ou sur la structuration de leur financement, peuvent évidemment avoir un œil critique et ouvrir le champ de vision aux trésoriers ou aux directeurs financiers. Marc-Étienne Sébir, on va commencer avec cette charte EuroPP qui est née quelques années après l'EuroPP en lui-même. Qu'est-ce que ça a permis en matière de structuration du mécanisme d'investissement ou de financement ? En fait, le marché est jeune, mais effectivement, il s'est structuré très vite. Vous avez des représentants d'emprunteurs, d'arrangeurs et d'investisseurs, avec quelques avocats qui ont très tôt travaillé à la rédaction de cette charte, avec le soutien de la Banque de France et du ministère de l'Économie et des Finances et de 10 associations professionnelles qui soutiennent la charte. La première version de la charte EuroPP a été publiée en 2014. Elle a été mise à jour en 2019. Elle contient des modèles de contrats pour un EuroPP au format obligataire, pour un EuroPP au format prêt, avec un ensemble de bonnes pratiques sur ce qu'on va demander à l'emprunteur en termes de communication financière, en termes de type d'engagement,
On rappelle qu'effectivement, là on donne l'exemple de l'émission obligataire parce que c'est le plus récurrent, mais il y a également un format prêt qui est moins récurrent mais qui existe aussi, qui est possible également. Voilà, à peu près 80% des opérations doivent être au format obligataire, mais c'est totalement neutre en fait pour l'entreprise. Que vous soyez au format prêt ou au format obligataire, on va retrouver les mêmes clauses, les mêmes engagements, les mêmes modalités financières, donc c'est plus en fonction de l'appétit de tel ou tel investisseur qu'on va pouvoir faire l'un, voire les deux instruments. Mais donc sur la structuration de l'opération, ça ne change pas. Et alors, que va apporter cette charte? Ça va assurer que finalement le montage d'un financement EuroPP se passe partout de la même manière, quel que soit l'investisseur institutionnel ou l'ETI d'un côté ou de l'autre? Alors, ça n'est pas du tout harmonisé dans le sens où c'est les mêmes clauses. Parce que justement, la particularité de l'EuroPP, c'est que le contrat va être adapté aux particularités de l'emprunteur et de ce que veulent les investisseurs. Mais en revanche, ça va guider les emprunteurs en leur indiquant ce que recherchent les investisseurs pour qu'ils ne soient pas surpris. Ça va aussi guider certains investisseurs dans le type de clause qu'on va mettre dans le contrat. Et donc, ça assure aussi le sérieux du marché. C'est un marché sur lequel l'investisseur ne va pas investir sur la base juste d'une notation financière, parce qu'il n'y a pas de notation sur ce marché. Il doit véritablement faire une analyse crédit, une analyse des clauses juridiques de l'investissement pour vérifier que ça correspond à ces critères d'investissement. Aujourd'hui, c'est un marché qui pèse combien, si je peux m'exprimer ainsi, en matière d'encours? Aujourd'hui, on en est à quel niveau? Alors, depuis la création du marché, en 10 ans, on doit être à peu près à 35 milliards d'euros d'encours émis. Donc ça fait beaucoup d'entreprises qui ont été financées avec ce marché. Oui, parce que vous nous avez donné une moyenne de 10-15 millions d'euros, c'est ça 10-15, c'est la fourchette basse. On est plutôt entre 50 et 100 millions d'euros pour, je dirais, une émission moyenne. Voilà. Et donc, vous avez des années où on est assez vite monté à 5 milliards d'euros du fait de la politique accommodante de la Banque centrale et des importantes liquidités dont bénéficient les banques. Aujourd'hui, le volume a plutôt diminué. Mais vu les conditions que nous avons actuellement, il va probablement repartir assez vite sur les 5 milliards. L'EuroPP pourrait redevenir intéressant, si je comprends bien, pour les années à venir, vu le contexte de crédit et de financement qu'on a aujourd'hui. Édouard Narbou, rapidement, alors si un mot sur votre activité, Aether Financial Services, vous intervenez une fois que l'EuroPP a été signé, si je puis le dire ainsi, c'est que derrière, il y a une vie à cet EuroPP, il faut le suivre et il faut s'assurer qu'on correspond toujours aux conditions année après année. C'est exactement ça. Nous sommes véritablement l'exécuteur testamentaire du contrat. Le contrat financier qui est signé au moment qui est signé et clôturé au moment du closing va durer 5 ans, 7 ans. Et à partir de là, il faut s'assurer, et nous sommes l'arbitre indépendant, que l'émetteur d'un côté et les investisseurs de l'autre vont chacun respecter leurs engagements par rapport à ce qui a été signé dans ce contrat. Donc nous sommes là pour s'assurer que l'information est transmise de manière régulière, par exemple, calculer le montant des coupons, un exemple assez classique et que l'on comprend, mais on peut intervenir également dans des situations un peu plus compliquées en cas d'exercice des sûretés au bénéfice donc des investisseurs. Merci beaucoup Édouard Narbou. Je rappelle que vous êtes CEO de Aether Financial Services. Merci également Marc-Étienne Sébir. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Voilà, j'espère que cela vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur l'EuroPP. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.